Jean-Christophe Combe, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes donc ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Vous l'avez compris avec la chronique de Myriam, la réforme des retraites occupe l'actualité, elle est sur les rails. Est-ce qu'elle pourra vraiment tout englober ? C'est-à-dire non seulement les aspects comptables, mais aussi la pénibilité, les régimes spéciaux, les carrières longues, etc. C'est notre souhait. En tout cas, cette réforme, elle est nécessaire au regard de l'évolution du régime, qui est aujourd'hui déséquilibré, qui est parfois aussi injuste. C'est partie des sujets qu'on va lancer dans la concertation dès la semaine prochaine, qu'on va mettre sur la table. La durée de cotisation, l'âge de départ à la retraite, la pénibilité, les carrières longues. Tout sera discuté. Tout sera discuté. Concertation, c'est pas négociation, hein. Le président, le gouvernement savent ce qu'ils veulent. C'est un sujet qui appartient principalement à l'État, de la compétence de l'État, et donc c'est pour ça qu'on ouvre une concertation. Le sujet, il a été longuement débattu pendant la campagne présidentielle et les législatives. Il y a une légitimité démocratique derrière ce débat, et donc il faut maintenant qu'on puisse ouvrir cette concertation. Alors on entend notamment à gauche que ce n'est pas de la solidarité que de faire travailler plus longtemps des salariés pour financer les retraites, alors qu'on pourrait, par exemple, augmenter les tranches supérieures de l'impôt sur le revenu. Moi, je pense que c'est au contraire une solidarité. Notre régime de retraite, il est fondé sur la solidarité entre les générations. C'est un régime par répartition, et donc c'est-à-dire que ceux qui cotisent aujourd'hui payent les retraites de ceux qui sont aujourd'hui en retraite. Et c'est extrêmement important pour nous. On choisit, d'ailleurs c'est une philosophie de ce gouvernement de ne pas augmenter les impôts, de favoriser aussi le travail, la création de richesses pour pouvoir financer un système de protection sociale qui est généreux, qui est protecteur. Quand on écoute la voix de Bercy, quand on écoute Gabriel Attal, on a l'impression que cette réforme, elle doit aussi permettre de dégager des fonds pour financer autre chose, notamment la dépendance. Est-ce que c'est la philosophie de cette loi ? En tout cas, il faut qu'on dégage des fonds pour équilibrer le régime de retraite. Encore une fois, c'est une question de survie de ce régime solidaire. Ça, c'est le premier chantier. C'est le premier chantier. Et ensuite, effectivement, il faut que ce régime, il n'empiète pas sur les financements pour le reste. Aujourd'hui, moi, je porte un sujet qui est celui du bien vieillir, celui comment on finance l'accompagnement du vieillissement de la population, de la transition démographique. Ça va demander de l'argent. Et, où est-ce qu'on va le trouver, cet argent ? On va le trouver, on l'a mis en place, la 5e branche, sous la précédente mandature, qui est financée par une partie de la CSG. On va dégager des financements. Il faut qu'on ait un débat aussi sur cette question. C'est pour ça qu'on a posé la question du bien vieillir dans le Conseil national de la refondation. Il faut qu'on ait un débat sur le financement. Pourquoi pas aussi faire appel à des fonds privés pour pouvoir financer la perte d'autonomie dans notre pays. Et c'est vrai que si les retraites étaient très bénéficiaires dans quelques années, c'est assez logique. Retraite, bien vieillir, c'est assez lié. C'est complètement lié. Il y a une articulation de fait entre cette réforme des retraites et notre capacité à financer et accompagner les Français dans le vieillissement. Je pense que c'est important qu'on travaille plus pour financer de façon plus généreuse ce système de protection sociale. C'est extrêmement important. Alors 1 100 € de retraite minimale, c'est l'objectif, mais on a deux autres problèmes. C'est qu'on a une inflation galopante, donc ce 1 100 € il va vite être grignoté, et puis ça ne touche pas le minimum vieillesse, qui là aussi, pour ceux qui n'ont pas des retraites complètes, peut être insuffisant. La question du minimum vieillesse, elle doit être abordée de façon plus large. C'est que je porte aussi un projet de réforme de notre système de prestations sociales. Il faut qu'on regarde tous ces sujets-là de façon globale. Je pense que vous avez raison d'aborder la question des 1 100 €, puisque derrière cette réforme des retraites, il y a aussi un sujet social. C'est comment on permet à nos personnes qui partent à la retraite de partir à la retraite dans de bonnes conditions, et donc avec un minima de retraite qui soit mieux disant que ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est la dimension sociale aussi de ce projet qui est extrêmement importante. Ça serait bien de l'indexer sur l'inflation. Les salaires ne le sont pas, mais la retraite pourrait l'être. C'est compliqué. C'est compliqué d'indexer systématiquement l'ensemble des prestations sur l'inflation. Il faut aussi qu'on puisse se laisser une liberté pour piloter économiquement, on va dire, ces régimes. Aujourd'hui, Conseil européen sur l'énergie. Comment répartir les efforts pour éviter une crise énergétique cet hiver ? Est-ce qu'on doit en France demander les mêmes efforts de sobriété aux plus pauvres qui ont des logements souvent passoires et aux plus riches ? Il y a une question de solidarité. La solidarité, elle va s'exprimer au niveau européen pour pouvoir fournir de l'énergie. Ils vont discuter aussi de l'élaboration des prix, notamment de l'électricité, puisque c'est un vrai sujet aujourd'hui pour protéger les Français de l'inflation, avec un prix qui est complètement déconnecté de son coût réel. Oui, puisqu'il est indexé sur le gaz. Donc. Et puis, il y a une question de solidarité nationale. Effectivement, ce sont les personnes les plus vulnérables, les personnes en situation de précarité, qui sont les plus impactées aujourd'hui
par cette inflation, parce que c'est chez les ménages les plus modestes que ces dépenses contraintes d'énergie, de mobilité, d'alimentation sont les plus fortes. C'est aussi en général les personnes qui vivent dans des appartements qui sont de véritables passoires thermiques, et donc il faut qu'on les accompagne. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut qu'on accompagne cette transition écologique et solidaire. En aidant le plus possible ceux qui veulent changer, isoler leur logement, l'améliorer. Exactement, en concentrant nos aides sur ces personnes, à la fois pour les protéger de l'augmentation des prix, et puis en les accompagnant plus fortement dans l'amélioration de la performance énergétique de leur logement. Dans votre budget 2023, il y a, je crois, 1,6 milliard d'euros supplémentaires pour la branche famille. Qu'allez-vous en faire ? C'est une augmentation d'abord qui est exceptionnelle. Ça montre tout l'engagement du gouvernement vis-à-vis des familles. C'est-à-dire que c'est quelque part le premier niveau de solidarité, de résilience, d'éducation aussi pour les enfants. On va en faire plusieurs choses. La première, c'est qu'on va aider principalement les familles les plus modestes, les familles monoparentales. 30% d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté. C'est inacceptable dans notre pays. On se souvient de tous ces témoignages qui étaient remontés dans le cadre des Gilets jaunes. Et donc, c'est un sujet que le président de la République a pris à bras-le-corps. On va étendre le complément mode de garde, c'est-à-dire la capacité qu'on va avoir à aider ces familles à faire garder leurs enfants de 6 à 12 ans pour les familles monoparentales. On va augmenter dès le mois de novembre l'allocation de soutien familial, c'est-à-dire la pension alimentaire minimale qui va passer de 123 € à 185 €. Dès le mois de novembre. Dès le mois de novembre. Vous savez qu'on peut, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, aussi modifier, anticiper exactement. Et puis surtout, on va mettre en place la première brique du service public de la petite enfance, c'est-à-dire permettre aux familles de pouvoir bénéficier d'un accueil du jeune enfant qui coûte la même chose, avec un reste à charge qui soit égal, qu'on prenne une nounou ou qu'on mette son enfant en crèche. Aujourd'hui, avoir une nounou, ça coûte beaucoup plus cher que de mettre son enfant en crèche. Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, il vise à neutraliser en fait le reste à charge pour les familles. Alors l'un de vos grands chantiers, c'est le déploiement de la solidarité à la source, c'est-à-dire que chacun touche ce à quoi il a droit, même s'il ne sait pas qu'il a droit à cela. Est-ce que vous n'allez pas avoir des problèmes de déploiement de ce dispositif parce qu'on ne peut pas croiser les fichiers informatiques, il y a des lourdeurs administratives, etc. Mais c'est vraiment l'objectif de ce projet. Aujourd'hui, notre système, il est illisible. On a un enchevêtrement d'aides qui ne permettent pas de le piloter. Donc, ça engendre de la défiance. Chacun voit bien que le système, il n'est pas toujours très performant. Parfois, le cumul d'aides est supérieur en termes de revenus à quelqu'un qui travaillerait et qui aurait un bas salaire. Ça, c'est un effet pervers aussi. Il y a un sujet de justice, de défiance. Il y a un sujet de non-recours. Le fait que ce soit compliqué aujourd'hui de demander des aides ou qu'on vous demande des informations dans tous les sens, plusieurs fois, tous les 3 mois, etc. Et donc, il y a un sujet effectivement technique qui va être de réconcilier toutes les bases de données informatiques, etc. Et donc, c'est un sujet de longue haleine. Et l'idée, c'est vraiment de le simplifier, de lutter contre le non-recours et puis de faire en sorte qu'il soit, notre système de protection sociale, beaucoup plus incitatif à la reprise du travail. De longue haleine, quand est-ce qu'on peut espérer un système à 100%? D'ici 5 ans, moi je m'engage à Il faut prendre le quinquennat, oui. Il faut prendre le quinquennat. Vous avez vu l'impôt sur le revenu, l'impôt à la source, ça a mis plusieurs années. Et bien là, c'est un projet d'une ampleur similaire. Il faudra un quinquennat pour le mettre en place. 20 ans l'impôt à la source, de Laurent Fabius jusqu'à Gérald Darmanin. Espérons que ça ira plus vite. Vous dites qu'il faut inciter les gens à reprendre un travail, mais ne pas rester dans les aides. C'est-à-dire que dans la querelle travail contre assistanat, vous avez choisi votre camp. Déjà, je pense que c'est un faux débat. Il faut vraiment dépasser ce débat entre le travail et l'assistanat. Je pense que l'un ne vit pas sans l'autre. C'est-à-dire que il n'y a pas d'un côté l'économie et puis de l'autre côté l'État social. L'un finance l'autre, l'un est performant parce que l'autre fonctionne bien aussi. Donc les deux sujets sont liés. En revanche, pour moi, ce qui est clair, c'est que le travail, ça doit être la règle et que l'assistance, ça doit être l'exception. Et donc, il y a une question de la qualité des emplois qu'on offre aujourd'hui dans le marché du travail aux personnes. Et puis, il y a une question d'accompagnement. Aujourd'hui, il faut savoir que parmi les bénéficiaires du RSA, 20% d'entre eux n'ont aucun accompagnement. Il y a 30% des bénéficiaires du RSA qui le sont depuis plus de 5 ans. Donc ça, c'est pas acceptable. A fortiori, dans le contexte actuel, 7,5 points de chômage. Le plein emploi en objectif. Le plein emploi en objectif. Avoir retrouvé et des dizaines de milliers de postes qui sont aujourd'hui pas pourvus. Dans les secteurs dont j'ai la responsabilité, c'est une catastrophe. Dans la petite enfance, dans les EHPAD, auprès des personnes handicapées, on n'arrive
n'arrive plus à recruter des infirmières, des aides-soignantes. Et donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre système. Et aujourd'hui, que ce soit les travaux qu'on conduit sur la formation, sur les parcours professionnels ou sur notre système de protection sociale, il faut qu'on soit tourné vers l'emploi. Vous avez prôné dans un ouvrage la société du soin, que vous avez approfondi par votre action à la tête de la Croix-Rouge. La société du soin, c'est l'affaire de l'État ou c'est l'affaire des citoyens qui doivent prendre garde à leur prochain ? C'est l'affaire de tous. La question de l'attention à l'autre, de la cohésion, c'est l'affaire de tous. C'est autant une question d'intérêt général qu'une question individuelle. Et je pense que face aux besoins aujourd'hui que connaît notre société, c'est chacun qui doit être attentif à l'autre. Et moi, c'est une conviction profonde. On a un problème aujourd'hui avec les vulnérabilités. Le point commun dans mon ministère, c'est que moi, je m'occupe de toutes les vulnérabilités. Des personnes handicapées, des enfants, des personnes âgées, des personnes en situation de précarité. Et je considère que notre société aujourd'hui, elle traite mal ces personnes vulnérables. Et tout mon rôle aujourd'hui, c'est de changer le regard. C'est de montrer que la vulnérabilité, ça peut être aussi une richesse pour notre société. Voilà, je donne un exemple. Quand vous adaptez ou quand vous rendez la société plus inclusive pour les personnes handicapées, eh bien, c'est l'ensemble de la société qui en bénéficie. Voilà, c'est juste un exemple, mais c'est vraiment collectif et individuel. Quelle est votre position sur la fin de vie ? Est-ce que vous prendrez part au débat qui est lancé ? Je prendrai part évidemment à ce sujet-là. J'ai vu les parallèles qui pouvaient être faits entre bien vieillir et fin de vie. Donc je dis juste qu'il faut faire attention. Moi, je vais travailler sur les deux sujets de façon séparée. En tout état de cause, quelle que soit l'issue du débat, ça peut pas être le résultat de l'échec justement d'une société du bien vieillir. Un échec qui considérerait que vieillir, c'est pas un futur désirable, ou même pire, qui ferait penser aux personnes vieillissantes que finalement la vie ne vaut pas d'être vécue, ou qu'on devient un poids pour la société ou pour son entourage. Et donc, c'est deux sujets qui sont liés, mais néanmoins deux débats qu'il faut tenir quelque part à distance. Et moi, je vais donner tout mon engagement dans la société du bien vieillir. Jean-Christophe Combe, merci et bonne journée. Merci à vous.